Le Saint-Suaire, pour l'Église catholique, c'est l'une des reliques les plus sacrées de la chrétienté. À chacune de ces très rares expositions publiques, des millions de fidèles affluent des 4 coins de la planète pour pouvoir le vénérer. C'est vraiment une chance d'avoir vraiment une trace de Jésus. Le corps d'un homme sur un linceul, un linge, et pour moi ça renforce ma conviction. Objet de dévotion pour plusieurs millions de catholiques, le suaire serait le drap qui a enveloppé le corps du Christ juste après la crucifixion. Il aurait près de 2000 ans, et il serait la preuve ultime de son existence, puis de sa résurrection. Je ne pense pas qu'on puisse aller à l'encontre de ce faisceau gigantesque d'indices. Pour moi, il est absolument authentique. Jean-Paul II, le pape François ou encore Benoît XVI, ils se sont tous rendus à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, où repose le suaire, pour se recueillir et lui rendre hommage. Invochiamo alla sua infinitam templare il suo volto glorioso. Les derniers papes ont un discours très nuancé. Le pape Jean-Paul II dit que le linceul, c'est une sorte de miroir de l'évangile. Il ne dit pas qu'il est authentique, il ne dit pas que c'est un faux. Il faut dire que cette théorie d'un suaire authentique est contestée par un grand nombre d'historiens et de scientifiques qui sont convaincus que cette relique serait en réalité une œuvre réalisée par un artiste au Moyen-Âge. Il est évident que stylistiquement, le suaire date du milieu du XIVe siècle. Pour moi, c'est une peinture. Une thèse validée par une étude scientifique menée en 1988, la datation au carbone 14. Quand on a annoncé du premier quart ou première moitié du XIVe siècle, on s'est dit, c'est plausible. Une datation validée par l'Église catholique qui continue malgré tout de faire encore débat aujourd'hui. Cette datation n'a pas tenu compte de données scientifiques prouvant que le suaire devait être beaucoup plus ancien. Récemment encore, une étude a été menée visant à prouver que le carbone 14 se serait trompé et que le suaire serait bien authentique. Notre étude du suaire nous indique qu'il devrait plutôt s'agir d'une relique authentique, vieille de 2000 ans. Alors de quand le Saint-Suaire date-t-il vraiment? De l'an 33, à la mort puis à la résurrection du Christ? Ou bien du XIIIe, voire du XIVe siècle, comme l'affirment de nombreux spécialistes? Qu'ils soient scientifiques ou bien historiens, les plus grands experts tenteront de lever le voile sur le mystère qui entoure cet objet étrange et singulier, une relique controversée, qui divise autant qu'elle fascine. Nous sommes à Salamanque, en Espagne, à 200 km au nord-ouest de Madrid. Ce jour de novembre 2022, une foule de curieux est venue assister à l'exposition dont tout le monde parle, son nom, The Mystery Man, l'homme mystère. Et cet homme mystère, le voici. Il s'agit d'une reproduction particulièrement réaliste du corps supplicié de Jésus-Christ. C'est comme s'il se trouvait réellement là sous mes yeux. Quand je le contemple, je suis fascinée. Je ne m'attendais vraiment pas à être aussi émue. Un cadavre du Christ plus vrai que nature qui a été réalisé sous le contrôle d'Álvaro Blanco, le commissaire de cette exposition. C'est comme si vous découvriez le visage et le corps de Jésus pour la toute première fois. Ça permet d'humaniser le Christ tel qu'il est représenté sur le suaire. Car pour réaliser cette incroyable statue faite à base de silicone et de latex, les sculpteurs se sont inspirés d'un modèle célèbre dans le monde entier, le Saint-Suaire. Il faut se rendre en Italie, dans la ville de Turin, capitale du Piémont, pour pouvoir admirer l'original. Une relique très ancienne qui se trouve ici, au cœur de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, mais qui en réalité n'est que très rarement exposée au grand public. Bruno Barberis, qui travaille pour le musée du Saint-Suaire, fait partie des rares privilégiés qui ont pu le contempler de près. Le linceul se trouve à l'intérieur de cette vitrine afin de maintenir les conditions idéales pour une excellente conservation, d'où une température de 20 degrés centigrades, une humidité relative de 50% et surtout la présence d'argon, un gaz inerte qui permet d'éviter l'oxydation provoquée par l'oxygène dans l'atmosphère. Pour le diocèse de Turin, le Saint-Suaire est considéré comme un trésor national. Et à ce titre, il doit être protégé à n'importe quel prix.
Il faut dire que c'est un objet particulièrement fragile et très ancien qui a été victime des outrages du temps. Au point qu'aujourd'hui, on a du mal à le déchiffrer lorsqu'on le contemple à l'œil nu. Quand on regarde le suaire à l'œil nu, on voit pas grand-chose. Le lin lui-même est de couleur un peu crème, l'impression dessus est un petit peu rougeâtre, donc il n'y a pas un fort contraste. Les détails sont pas facilement visibles. C'est un objet sur lequel on distingue à peine des empreintes dans une couleur un peu jaune-brun, mais qui ne se voit pas beaucoup, en tout cas aujourd'hui, et sur lequel on voit par contre très nettement se détacher dans un rouge assez soutenu des taches qui donc seraient des taches de sang. Dans la chapelle du musée du Saint-Suaire à Turin, cette réplique à l'échelle exacte de la relique permet, en se plaçant à une certaine distance, environ 3 ou 4 mètres, de distinguer certains détails qui se trouvent sur le suaire. On peut le contempler ici dans toute sa longueur et constater immédiatement qu'il est divisé en 2 parties. À gauche, vous avez l'empreinte frontale et à droite, l'empreinte dorsale. De nombreux chercheurs ont essayé de calculer la taille de cet homme. Ceux qui ont essayé ont trouvé des valeurs très différentes allant d'un minimum d'1,68 m à un maximum d'1,82 m. Si certains ont voulu calculer la taille de cet homme, c'est parce qu'ils sont persuadés que ce drap de 4,40 m de long serait en fait un linceul, un linge mortuaire qui aurait entièrement enveloppé le corps de Jésus-Christ, ce qui explique ses dimensions et le fait que l'image y apparaisse sans recto verso. Il présente la face ventrale et dorsale d'un homme mort, flagellé, torturé, crucifié, avec tous les signes de la passion de Jésus. La couronne d'épines, le coup de lance au côté droit. Donc on a l'impression de voir le corps de Jésus mort. L'idée que le Saint-Suaire de Turin porterait les empreintes du corps du vrai Jésus-Christ est au cœur d'une controverse internationale qui oppose les partisans de son authenticité à celles et ceux qui pensent qu'il s'agit d'un faux, datant du Moyen-Âge. Une polémique qui commence à la fin du XIXe siècle, en 1898 plus exactement. À Turin a lieu une sorte d'exposition universelle où toute l'Italie commence à présenter ses innovations techniques. L'église de Turin propose de faire une ostension exceptionnelle du suaire de Turin. Cette ostension est un grand succès. On a plusieurs dizaines de milliers de fidèles qui viennent contempler le suaire de Turin. Et surtout, l'archevêque de Turin, de manière exceptionnelle, donne l'autorisation à un photographe amateur, Secondo Pia, de prendre des clichés de l'objet. Donc il va s'enfermer dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, on va déployer la relique sur une table et puis il va installer son matériel. Et là, il rentre chez lui avec ses plaques photographiques. Donc il allume sa petite lumière rouge pour tamiser la lumière, il met la première plaque dans son bac à développement et puis au bout de quelques instants, il prend la plaque. Et là, stupeur, il le racontera lui-même, il a un tremblement, il manque de lâcher la plaque, tellement il est étonné de ce qu'il voit. Le négatif du Saint-Suaire que Secondo Pia tient entre ses mains révèle une image beaucoup plus visible que lorsque l'on contemple la relique à l'œil nu. Cette image, c'est celle d'un homme qui ressemble en tout point aux représentations traditionnelles de Jésus-Christ. Cette première photographie a été une véritable surprise, car il s'est rendu compte que sur le négatif de l'image photographique, le visage et le corps à peine perceptibles sur le linceul lui-même devenaient soudain beaucoup plus visibles. Il est choqué par ce qu'il voit et donc il va très vite, il va montrer ça, ça va faire sensation. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser plus particulièrement à cette relique en disant, mais regardez, c'est miraculeux, ce qui était invisible, peu visible à l'œil nu, devient visible par le biais de la technique de la photographie, donc c'est la preuve du miracle. Mais si certains y voient alors un miracle et commencent à évoquer la possibilité que la relique soit authentique, d'autres crient déjà au scandale. On va même accuser Secondo Pia d'avoir trafiqué la photo.
On va avoir des auteurs qui, dans des gazettes de photographie notamment, vont débattre avec déjà très vite des explications, la foudre qui aurait pu imprimer sur l'objet par la force de la lumière une sorte de proto-photographie, avec, dans les milieux catholiques, la question de savoir, au fond, voilà, si c'est surnaturel, là, ça veut dire qu'on a en quelque sorte le portrait du Christ, et puis d'autres gens qui, au contraire, vont dire, mais non, il n'y a absolument aucune raison que ce soit surnaturel. Le Saint-Suaire, un objet unique et hors du commun, qui déchaîne les passions. Dans les deux camps, chacun tente de mettre en avant ses arguments. Des théories qui vont essentiellement reposer sur la science, sur l'histoire et sur la Bible elle-même. Pour les défenseurs de l'authenticité du Saint-Suaire, cette image serait en fait l'empreinte laissée par le corps de Jésus après sa mort, lorsqu'il a été déposé à l'intérieur de ce linceul, il y a environ 2000 ans. Pour tenter de prouver l'historicité de cette théorie, ils vont chercher des preuves dans les 4 évangiles qui constituent le Nouveau Testament. Si nous comparons les caractéristiques que nous lisons sur l'empreinte du suaire et ce que les évangiles racontent à propos de la torture, de la crucifixion, de la mort, puis de l'enterrement de Jésus, nous remarquons qu'il existe des parallèles importants. Quand on voit l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, on voit que Simon-Pierre et puis Jean, l'évangéliste, se rendent au tombeau de beau matin et ils découvrent sur la banquette de Pierre le linceul, d'un côté, à plat, comme si le corps avait disparu de l'intérieur. Une interprétation contestée par un grand nombre d'historiens. D'après eux, les évangiles ne mentionnent jamais l'existence d'un linge de cette taille, et encore moins d'une empreinte qui se serait formée sur l'étoffe. Si les évangiles sont des récits fiables de la mort de Jésus, le suaire de Turin ne peut pas être le même que celui dont parlent les évangiles. L'évangile de Jean distingue, d'une part, la tête, qui va être donc recouverte d'un suaire, littéralement, donc de cette pièce de tissu, cette serviette qui sert à éponger la sueur, et puis le reste du corps qui va être là, effectivement, recouvert de différentes pièces de linge. Et l'évangile de Jean prend soin de préciser aussi qu'au moment de la résurrection, à la fois les bandelettes, elles, donc les linges qui ont servi à entourer le corps, sont un peu posés en vrac, mais que la pièce de tissu sur la tête, elle est à côté, pliée d'une certaine manière. Des récits très peu détaillés et parfois même contradictoires, qui ne peuvent en aucun cas constituer une preuve solide de l'authenticité du Saint-Suaire de Turin. À supposer que la Bible elle-même puisse être considérée comme une source historique. Le problème principal des évangiles, c'est leur fiabilité historique. Nous savons que nous ne pouvons pas considérer les évangiles comme s'il s'agissait de récits historiques précis de ce qui s'est passé. Si on veut dire que tout ça est historique et que donc dès le départ il y avait le suaire dans le tombeau avec l'impression du visage du Christ, alors pourquoi on n'en parle pas dans les évangiles? Donc on a un premier problème. C'est-à-dire c'est quand même bizarre. On se doute bien que les évangélistes ne se seraient pas privés de parler même du caractère miraculeux de ce linge. Malgré l'absence de preuves concrètes de l'existence du Saint-Suaire avant le Moyen-Âge, les défenseurs de son authenticité vont pourtant chercher par tous les moyens à retracer le parcours historique de la relique entre l'an 33, date de la mort de Jésus, et son arrivée à Turin en 1578. Dans son livre Le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ, l'écrivain Jean-Christian Petit-Fils a tenté de mener à bien cet exercice ô combien délicat. Il y a, à mon avis, un trou historique qui est précisément celui qui va de l'an 33, au moment où Simon-Pierre et Jean, l'évangéliste, découvrent le linceul à plat sur la banquette. Donc c'est le lieu authentique où le corps de Jésus a été déposé. Ça, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui s'entremêlent. Tout ce qu'on peut dire, c'est que en 404-405, un certain Daniel le Bienheureux se rend à Édesse, où il voit une image extraordinaire. D'après Jean-Christian Petit-Fils, le Saint-Suaire de Turin correspondrait en fait à un objet très ancien qu'on appelle le mandilion. Une image du Christ qui aurait été conservée à Édesse, une ville antique qui faisait alors partie de l'Empire byzantin. Apparue vers le IVe siècle après Jésus-Christ, cette division orientale de l'Empire romain, dont la capitale est Constantinople, l'actuel Istanbul en Turquie, va devenir un haut lieu du christianisme alors naissant, et certaines cités comme Nicée ou Antioche seront le berceau des premières communautés chrétiennes.
C'est une hypothèse que j'émets 387, au moment où il y avait des troubles très forts à Antioche. Une grande partie de la bourgeoisie d'Antioche s'est rendue à Édesse. Et là, il y avait des chrétiens qui ont emporté ce précieux trésor. Et c'est à partir de ce moment-là que Édesse est devenu le propriétaire de cette image non faite de main d'homme. Donc, c'est à partir de là que commence véritablement l'histoire du linceul. Alors le Mandilion et le Saint-Suaire seraient-ils vraiment un seul et même objet? Là encore, cette hypothèse ne semble pas vraiment correspondre à ce que les documents historiques racontent au sujet de la relique d'Édesse. Le Mandilion d'Édesse apparaît dans la documentation à partir du VIe siècle. Il concerne un roi d'Édesse, Abgar, probablement mythologique, qui, vivant à l'époque du Christ, étant malade, aurait envoyé un messager auprès de Jésus pour qu'il le guérisse. Et Jésus lui aurait envoyé un de ses apôtres, Thaddée, avec une lettre, et cette lettre aurait guéri le roi Abgar. Cette lettre est devenue une lettre sur laquelle figurait une peinture représentant le visage de Jésus-Christ. Jésus aurait pris une serviette et après s'être lavé le visage, ses traits se seraient comme par miracle imprimés sur la serviette. Mais ce Mandilion d'Édesse, c'est un simple voile sur lequel figure l'image d'un Jésus vivant avec les yeux ouverts. Ce n'est pas une image du corps entier comme le suaire, c'est seulement l'image d'un visage. Malgré les invraisemblances de la théorie du Mandilion d'Édesse, le livre de Jean-Christian Petit-Fils prétend qu'il existerait pourtant des preuves de la présence du Saint-Suaire avant le XIVe siècle, date à laquelle son existence est officiellement attestée par les historiens. Il aurait été conservé à Constantinople, et il aurait même été reproduit dans un manuscrit qui date du XIIe siècle, le Codex de Près. Il y a un codex qui est conservé à la bibliothèque municipale de Budapest, dans lequel on peut voir différentes gravures, différentes miniatures. Et sur une ou deux miniatures, on voit un homme, les bras croisés, nu, dans la position de l'homme du linceul. On voit un dessin des chevrons du linceul, on voit ces petits trous. Tout cela montre, il y a 7 ou 8 points de correspondance avec le Saint-Suaire de Turin. Le Codex Près, c'est un manuscrit hongrois dans lequel on représente la scène de l'ensevelissement du Christ et la scène de la découverte de son tombeau vide. Les défenseurs de l'authenticité expliquent en particulier que dans la miniature de la découverte du tombeau vide, un grand parallélépipède porte des petits ronds et qui pourraient renvoyer à des trous de brûlure sur le suaire. Ce parallélépipède, il s'agit de la pierre du sépulcre. Il ne s'agit même pas du suaire. Le suaire est roulé dans un coin et le suaire ne porte pas d'empreinte. Donc on voit bien que pour en arriver à utiliser cette image comme une sorte de preuve absolue, il faut avoir vraiment pas grand-chose. Parce que vraiment, sur cette image, il n'y a quasiment rien. Malgré l'absence de preuves ou de sources historiques fiables, les partisans de l'authenticité du Saint-Suaire multiplient les théories sur le parcours de la relique au cours du premier millénaire après Jésus-Christ. On raconte notamment qu'il aurait été conservé dans l'église Notre-Dame du Phare, une chapelle byzantine construite dans la partie sud du Grand Palais de Constantinople, où se trouvaient plusieurs reliques du Christ comme la couronne d'épines. Il aurait été ensuite dérobé par des chevaliers français lors de la 4e croisade, en 1204. Ils partent de l'idée que le suaire qui est aujourd'hui à Turin est le suaire authentique. Et donc, ils vont chercher un certain nombre d'indices, de faisceaux d'indices, plus ou moins concordants, plus ou moins convaincants, pour rattacher le point final de leur démonstration aux évangiles. On est vraiment dans des détails minimes, j'irais même cryptiques des fois, qui sont interprétés pour les mettre les uns à côté des autres et monter une sorte d'échafaudage entre l'an 30 et le XIVe siècle. Cet échafaudage, au fond, peu importe d'ailleurs qu'il passe par Constantinople, Édesse ou ce qu'on veut, les théories sont toutes équivalentes pourvu qu'elles puissent dire que le suaire est quelque part. En réalité, les premiers documents authentifiés attestant de l'existence du Saint-Suaire datent du XIVe siècle. C'est ici, aux archives départementales de l'Aube, dans la ville de Troyes, que se trouve le plus ancien de ces manuscrits. Un document qu'on appelle une bulle, et qui est rédigé par le pape de l'époque. Il s'agit d'une bulle donc, du pape d'Avignon, donc de l'été 1390. Donc le pape d'Avignon, c'est Clément VII, donc on l'a ici, on a son nom, Clément. Servus servorum Dei, donc serviteur des serviteurs de Dieu.
Cette bulle est très intéressante et très importante parce qu'elle nous explique vraiment très clairement quel est le statut de l'objet à cette époque. Et il prend une décision qui consiste à dire, voilà, on a le droit de faire ostension de cette image, mais pas au titre de relique, au titre d'une représentation du suaire, pour pas tromper les fidèles sur le statut de l'image. À l'origine de cette décision du pape, une polémique qui oppose Pierre d'Arcy, l'évêque de la ville de Troyes, à la famille du chevalier Geoffroy de Charny, premier propriétaire officiel du suaire au milieu du XIVe siècle. Tout commence vers 1354, dans la petite commune de Liret, en Champagne, à une quinzaine de kilomètres de Troyes. C'est là que ce chevalier fait construire une petite chapelle, la collégiale de Liret, afin d'y exposer le suaire. L'histoire du Saint-Suaire commence ici, puisque là on a les preuves historiques de la présence du Saint-Suaire sur les terres de Liret. Nous nous trouvons devant la chapelle de l'Annonciation, construite au milieu du XIXe siècle, là où se trouvait antérieurement une autre église beaucoup plus importante. Le Saint-Suaire se trouvait ici à quelques mètres, quelque part, dans la chapelle primitive qui a été construite avant le décès de Geoffroy de Charny. Et donc le Saint-Suaire est resté là à peu près une cinquantaine d'années. Liret est devenu un centre de pèlerinage très important. Un pèlerinage dont le succès va finir par attirer l'attention de l'évêque de Troyes. Dès la fin du XIVe siècle, l'évêque de Troyes, Pierre d'Arcy, écrit au pape en disant « c'est une supercherie, c'est un faux ». En fait, il a été créé de toutes pièces, précisément pour pouvoir récolter de l'argent. Et d'ailleurs, mon prédécesseur, celui qui était évêque avant moi à Troyes, a mené une enquête. Il a même trouvé le faussaire qui lui a expliqué pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, etc. Si l'évêque de Troyes se montre alors hostile envers le suaire de Liret, c'est parce qu'à cette époque, au Moyen-Âge, on trouve des suaires aux quatre coins de l'Europe. Concernant le Christ, notamment, on va avoir les pièces de linge, d'étoffe, qui ont été en contact avec son corps. Ce qui fait que, au Moyen-Âge, d'un seul coup, on voit apparaître 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 linceuls ou suaires un peu partout en Europe. Il faut s'enlever de la tête l'idée contemporaine qu'on aurait affaire à un objet complètement exceptionnel et singulier. Pour le Moyen-Âge, on a en fait environ à peu près 130 sanctuaires qui affirment posséder le suaire ou un fragment du suaire. Au Moyen-Âge en France, certains suaires, en particulier ceux de Besançon, de Compiègne, de Carcassonne ou encore de Cadouin dans le Périgord, vont faire l'objet de cultes particulièrement importants. Autant de reliques qui vont se révéler être des faux. Alors le Saint-Suaire pourrait-il n'être lui aussi qu'une œuvre médiévale? Les défenseurs de l'authenticité de la relique affirment le contraire. Ils prétendent même que ce serait cette image non faite de main d'homme qui aurait servi de modèle aux artistes du Moyen-Âge. Il y a un problème majeur, je dirais, dans l'iconographie du suaire pour les défenseur de l'authenticité, c'est que cette iconographie, elle correspond très bien à la manière dont le Christ est représenté au XIVe siècle. Il correspond rigoureusement au canon de la représentation du Christ au milieu du XIVe siècle. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, les représentations de Jésus-Christ n'ont pas toujours ressemblé à l'image du Saint-Suaire. L'idée qu'on se fait du Christ aujourd'hui, il est très européen, l'arrêt au milieu, les cheveux un peu châtain clair, des yeux bleus parfois, une petite barbe, tout ça. En fait, les toutes premières représentations reprennent des codes de l'iconographie gréco-romaine. On est dans le monde gréco-romain. On trouve toutes sortes de Christ. On a un Christ juvénile, on a un Christ un peu en philosophe cynique, avec une barbe imposante. On a des Christs jupitériens qui se mettent en place au IVe siècle. On a des figures de lui, comme le bon berger, il a une brebis sur la tête, il est imberbe, il n'a pas de barbe, il a les cheveux courts. Enfin, quand on le voit, on ne peut pas du tout savoir que c'est Jésus. Pourtant, malgré les arguments avancés par les spécialistes de l'histoire de l'art, les partisans de l'authenticité du suaire continuent d'affirmer que l'image sur le linceul ne peut pas être une simple peinture sur toile. Aujourd'hui, le nœud du problème, pour ceux qui veulent démontrer que c'est un faux, c'est la technique d'impression du visage et du corps de manière générale sur le linceul. On n'est pas encore tout à fait au clair sur la façon dont ça aurait pu être fait, si effectivement c'est un faux du XIVe siècle, comment on s'y est pris à l'époque. Reproduire le Saint-Suaire en employant des techniques existantes au Moyen-Âge
C'est justement le défi que s'est lancé Luigi Garlaschelli, ancien professeur de chimie à l'université de Pavie en Italie. Nous avons d'abord fait un test en faisant appel à une vraie personne. On a recouvert tout son corps de peinture rouge et on l'a placé sous un drap pour voir exactement quel type d'empreinte le corps humain peut laisser. Le résultat que nous avons obtenu, c'est cette image horrible et déformée. J'en conclus donc que l'image du suaire ne peut en aucun cas avoir été créée à partir de l'empreinte d'un corps humain. Confronté à ce résultat peu convaincant, Luigi va alors explorer une autre piste, qui consiste à utiliser un type de sculpture à plat qu'on appelle un bas-relief. Une technique qui existait déjà au Moyen-Âge. Il est très probable qu'ils aient utilisé un bas-relief. Voilà justement un bas-relief en plâtre que j'ai réalisé moi-même. Je vais recouvrir ce bas-relief avec une toile. Ensuite, pour le visage, comme pour le reste du corps, je vais apposer un pigment d'ocre rougeâtre à l'aide de ce tampon. Pendant une dizaine de minutes, Luigi va tamponner légèrement chaque zone de ce tissu en lin, la même matière que celle du Saint-Suaire. Progressivement, les parties en relief vont commencer à apparaître. Ensuite, je mets la toile à chauffer dans un four pour éliminer les traces de pigment. En utilisant cette technique sur le bas-relief d'un corps tout entier, Luigi obtient cette forme humaine plutôt ressemblante qu'il va mettre au four à 125 degrés Celsius pendant 4 heures. Le résultat est étonnant. On obtient cette image beaucoup plus douce, qui est toujours un peu floue. Ensuite, j'ai ajouté les taches de sang, là encore en employant la technique de la détrempe. Ici, vous pouvez voir les trous de combustion provenant de l'incendie de 1532. Nous avons également ajouté les traces de l'eau qui a été versée, probablement pour éteindre l'incendie. L'incendie de 1532. Un drame qui survient alors que le Suaire se trouve désormais dans la ville de Chambéry, où ses nouveaux propriétaires, la famille des ducs de Savoie, le conservent précieusement depuis plusieurs décennies dans la chapelle de leur palais. À cette époque, le suaire était conservé dans une niche située derrière le maître-autel de l'église de Chambéry. Il a été replié plusieurs fois sur lui-même à l'intérieur d'une boîte métallique. La chaleur provoquée par l'incendie a fait fondre le métal de la boîte. Les gouttes du métal en fusion ont coulé sur les angles de l'étoffe, provoquant ces perforations. Et c'est pour ça que quand on le regarde aujourd'hui de façon dépliée, on voit des traces de brûlure et même des petits trous à intervalles réguliers. Parce que vous pouvez faire le test, vous pliez en plusieurs fois, vous faites un trou, et le trou va être répété. Sérieusement endommagé par cet incendie, le Saint-Suaire est confié aux Clarisses de Chambéry, un ordre de religieuses franciscaines, pour lui redonner une seconde jeunesse. Pendant près d'1 an, elles vont patiemment doubler la relique avec du taffetas de Hollande pour la renforcer, puis rapiécer les 24 trous répartis symétriquement de gauche à droite du suaire. Quelques décennies plus tard, en 1578, Emmanuel Philibert, le duc de Savoie, décide de transférer la précieuse relique dans la ville de Turin. Le suaire va partir de Chambéry à Turin au moment où la famille de Savoie déplace sa capitale tout simplement à Turin. Au début, on l'expose comme on le faisait habituellement, donc pratiquement chaque année. On a comme ça une procession. Et puis, petit à petit, ce qu'on observe, les siècles qui suivent, c'est que le nombre d'expositions va diminuer. Pourtant, ce Saint-Suaire de Turin, jusqu'alors très discret, va devenir l'objet sacré le plus célèbre du monde à partir du début du XXe siècle, grâce à la photo de Secondo Pia. Pour les défenseurs de l'authenticité, ce négatif photographique va devenir la preuve qu'il ne s'agit ni d'une peinture, ni d'un dessin, mais bien d'un miracle. Celui de l'empreinte laissée par le corps de Jésus après sa mort, lorsqu'il a été déposé à l'intérieur de ce linceul, il y a 2000 ans. Yves Delage, qui est un scientifique, membre de l'Académie des sciences, dit tout ce qu'on peut constater objectivement. L'homme du linceul est un crucifié qui a toutes les caractéristiques de Jésus de Nazareth, tel qu'on peut le lire dans les évangiles.
La théorie de la vapographie, à laquelle adhère Delage, ce serait donc des émanations d'aloès avec se mêlant à la sueur qui aurait provoqué cette image. Mais d'autres explications ont été données, notamment par le professeur Parbet, qui pense plutôt à un effet d'herbier. On voit apparaître une image qui est indélébile sur le tissu. Yves Delage, Pierre Barbet ou encore Paul Vignon, des scientifiques qui vont se passionner pour le mystère de l'impression de cette image sur le tissu. Et pour pouvoir trouver une explication, ils vont même inventer une discipline, la syndonologie. Le mot syndonologie vient d'un mot grec, syndone qui lui-même est un emprunt aux langues sémitiques, qui désigne à la base une étoffe de tissu, en principe du lin. Donc on peut le traduire par linceul d'une certaine manière. Donc c'est l'étude du linceul. Les syndonologues, globalement, sont convaincus que le suaire est authentique. Et c'est vraiment le but de cette science, que de démontrer cette authenticité du suaire. Ils vont aussi bien faire donc, de l'histoire de l'art, en essayant de trouver des sources très très anciennes qui pourraient prouver que le suaire existe, aussi bien faire de l'anatomie, voire de la chirurgie à partir du suaire, en essayant de faire une sorte d'autopsie d'une empreinte. Ils vont s'intéresser aux groupes sanguins, aux ADN, au pollen, à tout. Sous l'impulsion des syndonologues, cette relique va devenir un objet d'étude scientifique à part entière. Dans les années 70, un collectif baptisé le STURP, le Shroud of Turin Research Project, ou projet de recherche sur le linceul de Turin, va sortir les grands moyens pour essayer de lever le voile sur le mystère du Saint-Suaire. En 1977, Don Devan, un spécialiste de l'imagerie 3D, prend contact avec le photographe Barry Schwartz, qui vit aujourd'hui dans les montagnes du Colorado. Il lui propose alors d'intégrer l'équipe. Au départ, je lui ai dit non, parce que j'étais mal à l'aise avec l'idée de travailler sur un projet de nature religieuse et auquel je ne connaissais pratiquement rien. Il m'a alors répondu « Oublie la religion, ça n'a rien à voir, c'est un projet purement scientifique. Ce qui compte, ce sont tes compétences techniques en tant que photographe professionnel. » Au total, une équipe d'une trentaine d'hommes et de femmes, des ingénieurs optiques, des experts en biochimie ou encore des médecins légistes, s'envole pour l'Italie au mois de septembre 1978. Cette année-là, on fête les 400 ans de l'arrivée du Saint-Suaire dans la ville. La relique est alors sortie de son écrin pour que les dizaines de milliers de catholiques venus des quatre coins de la planète puissent se recueillir. À l'issue de cet événement, le collectif de chercheurs va pouvoir se mettre au travail. Ils vont recevoir l'autorisation pendant 5 jours d'examiner le linceul. Donc dans la sacristie de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, on va étendre le linceul, on va faire des photographies infrarouges, en fluorescence. 6 tonnes de matériel, plusieurs dizaines de milliers d'heures de travail, quelque chose de considérable. Pour tenter de comprendre comment cette image a pu se former sur le suaire, John P. Jackson et Eric Jumper, deux ingénieurs membres de l'US Air Force, vont faire appel à une machine qui est alors le nec plus ultra de la technologie, l'analyseur VP8. The television signal is processed by a VP8 image analyzer, which has the ability to translate the image patterns as adjustable levels of vertical relief on this monitor. À l'aide de cet appareil utilisé par la NASA pour cartographier les reliefs de la Lune, Jumper et Jackson vont comparer l'image du Saint-Suaire à une photographie classique en 2D. Now John is adjusting the gain. I'm sure you'll agree that even my mother would have trouble recognizing me there. Now the reason for this is very simple. A normal photograph records only variations in light and does not record information about the distance the camera was from the subject. Now we'll put a picture of the shroud under the camera. L'image du suaire possède des informations de profondeur et de densité. Et c'est pour cette raison que l'analyseur VP8 a pu mettre en évidence le relief naturel d'un corps humain. À partir de cette observation, John P. Jackson va émettre l'hypothèse très controversée que l'image pourrait s'être formée à la suite des radiations émises par le corps de Jésus-Christ au moment de la résurrection. Il y a cette idée que l'image se serait formée par une projection orthogonale
provenant du corps. Le corps aurait, d'une façon mystérieuse, projeté cette image, ou, d'après Jackson, peut-être en s'affaissant, alors là, il faut admettre l'hypothèse de la résurrection, évidemment, en s'affaissant, le linge aurait scanné, en quelque sorte, le corps de Jésus. Il est évident que si c'est le rayonnement qui a généré ces empreintes, elles doivent nécessairement provenir du corps humain, et laisser croire que cela pourrait se produire lors d'un événement surnaturel comme la résurrection n'a aucun fondement scientifique. L'autre objectif principal de cette équipe de chercheurs consiste alors à déterminer si le suaire contient des traces de pigments dans l'hypothèse où il s'agirait d'une peinture, ou bien de détecter la présence de traces de sang, qui accréditerait la théorie d'empreinte d'un corps humain supplicié. Et sur ce point-là, les syndonologues sont tous d'accord. À partir du moment où ils ont déployé le suaire sous nos yeux, j'ai aussitôt utilisé mon objectif grossissant et j'ai commencé à examiner les différentes zones du suaire pour essayer de déterminer si je pouvais trouver des traces de pigments sur le lin. Mais j'ai dû rapidement me rendre à l'évidence. Il n'y avait pas la moindre trace de peinture sur cette image. Ils ont collecté toutes les informations possibles pour comprendre de quoi étaient faites ces prétendues taches de sang et de quoi était faite l'empreinte corporelle. Il a été possible de prouver avec certitude qu'il s'agit de traces d'un sang humain qui se comporte comme du sang de groupe AB. Le problème, c'est qu'un des membres de l'équipe ne va pas du tout arriver aux mêmes conclusions que ses collègues. Il s'appelle Walter McCrone, et c'est un scientifique américain spécialisé dans la microanalyse et la chimie organique. Interviewé pour la télévision française en 1993, il révèle les résultats qu'il a obtenus. J'ai utilisé un microscope optique pour examiner les constituants de l'image. Et j'ai découvert qu'il y avait de petites particules, de toutes petites particules rouges qui ressemblaient à des pigments colorés. Les pigments sont les seuls constituants de l'image et il n'y en a que sur l'image. On n'en a trouvé sur aucune autre partie du suaire. Ça ne peut pas être autre chose qu'une œuvre d'artiste. Grâce à un microscope électronique très perfectionné qui permet de grossir 6200 fois une particule récupérée sur le linceul, McCrone va découvrir que celle-ci contient du fer, du soufre et surtout du mercure, un poison qu'on ne retrouve pas dans du vrai sang. Lorsqu'il a donné ses résultats et qu'il a d'une part déclaré qu'il y avait des traces de pigments sur le suaire et d'autre part que le sang n'était pas du sang mais un colorant, il a été obligé de quitter l'équipe du STURP et on lui a demandé de rendre les échantillons sur lesquels il avait fait ses analyses. Embarrassé par les controverses déclenchées par les travaux du STURP, le Vatican et le diocèse de Turin, qui deviennent officiellement propriétaires du Saint-Suaire à partir de 1983, vont prendre une décision qui va tout changer. Dans la lignée de toutes les analyses matérielles qui ont été faites par le STURP, on pense à une nouvelle technique d'analyse qui s'appelle le carbone 14. Dans les milieux de l'archidiocèse de Turin, on est assez confiant sur le fait que la datation doit mettre le point final, et un point final qui serait en faveur de l'authenticité. À l'époque, Luigi Gonella, qui est le conseiller scientifique de l'archevêque de Turin, prend contact avec Jacques Evin, l'un des plus grands spécialistes au monde de la datation au carbone 14. C'était au cours d'un congrès international de radiocarbone, et s'assoit à côté de moi un monsieur italien que je ne connaissais pas, et qui se présente et explique qu'il était délégué par le cardinal de Turin pour envisager la datation carbone 14 du linceul. Le carbone 14, une technique qui a été mise au point dans les années 50 par l'américain Willard Libby et qui consiste à brûler des échantillons de matière organique pour récupérer le carbone qu'elles contiennent. Une méthode qui va permettre de faire des progrès considérables dans le domaine de l'archéologie. Il s'agit d'analyser des tissus organiques, un tissu animal ou végétal. Nos corps sont constitués de carbone notamment, mais il y a un isotope particulier de carbone qui va se dégrader à une vitesse qui est connue, à un rythme qui est connu, et qui se dégrade à la mort. Donc une datation en carbone 14, c'est de comparer la teneur en carbone 14 qu'avait l'échantillon lorsqu'il était vivant à ce qu'on connaît des teneurs en carbone 14 des temps passés. C'est un simple calcul mathématique. Imaginez, vous prenez une bouteille d'eau, vous la percez, elle va se vider
à un rythme connu. Donc si vous arrivez dans une pièce et qu'il reste qu'un tiers dans la bouteille, vous pouvez, par un simple calcul, savoir à quel moment quelqu'un a percé la bouteille. Pour le Vatican et le diocèse de Turin, l'enjeu est à la hauteur du statut de cette relique sacrée. Il est considérable. Car pour pouvoir effectuer la datation, il va falloir prélever un échantillon du lin sur le Saint-Suaire, ce qui implique d'en découper un morceau. Une méthode destructive. Cette méthode n'était absolument pas réalisable sur un objet unique tel que le linceul. Puis, au fil du temps, bien sûr, les méthodes de datation se sont affinées et il est donc devenu possible de réaliser une datation avec un échantillon qui n'était plus macroscopique, mais microscopique. Le 21 avril 1988, Giovanni Riggi di Numana est désigné pour effectuer l'opération particulièrement délicate qui consiste à prélever l'échantillon du Saint-Suaire sous le contrôle strict de Luigi Gonella et du Dr Michael Tite du British Museum. À l'issue de cette étape cruciale, l'échantillon de la Sainte Relique est prêt pour être analysé. On a voulu, dans ce cas spécial, qu'un certain nombre de garanties supplémentaires soient faites. Et donc, parmi les garanties supplémentaires, d'abord, il y en avait une qui consistait à prendre 3 labos, alors qu'en général, on n'en prend toujours qu'un seul, à bien choisir les labos, très bien. Et ensuite, il a été décidé de faire des analyses d'échantillons d'âge connus correspondant aux dates possibles du suaire. C'est à ces 3 laboratoires triés sur le volet, celui de Zurich, celui d'Oxford et celui de Tucson dans l'Arizona, que revient la lourde responsabilité d'effectuer la datation. Une opération minutieuse qui se déroule en plusieurs étapes. Christine Oberlin, directrice du laboratoire d'archéologie et d'archéométrie de Lyon 1, nous explique comment ça fonctionne. Un échantillon qui arrive au laboratoire, la première étape, c'est le nettoyer. Donc il va falloir, grosso modo, enlever tout ce qui n'est pas le carbone de l'échantillon. Donc c'est vraiment une étape cruciale. Ici, j'ai un échantillon de lin, pas très propre, donc on va les traiter chimiquement avec de l'acide et de la soude pour les rendre très propres. Il faut 2 jours en moyenne pour nettoyer un échantillon de lin comme celui-ci, d'une dimension proche de celui prélevé sur le Saint-Suaire en 1988. Alors, une fois que l'échantillon est bien propre, on va prélever la quantité nécessaire pour faire une mesure, c'est-à-dire à peu près 2 mg d'échantillon. Après avoir extrait le fil de lin, il va être pesé sur cette balance pour s'assurer qu'il ne dépasse pas le poids de 2 mg. Maintenant, je vais le mettre dans une nacelle en étain. Cette nacelle ensuite va être roulée en boule, on va dire, pour pouvoir être introduite dans l'analyseur élémentaire qui va brûler l'échantillon. Après avoir été introduit dans une des alvéoles de cet objet circulaire qu'on appelle un pilulier, l'échantillon est placé à l'intérieur de l'analyseur élémentaire, un appareil qui sert à brûler sous excès d'oxygène des éléments naturels, qu'ils soient animaux, minéraux ou bien végétaux. Ici, le gaz carbonique, autrement dit le CO2 qui est provoqué par la combustion du lin, va être acheminé via un tube jusqu'à cette nacelle bleue qui contient de l'azote liquide. Le CO2 va être piégé avec de l'azote liquide. Ça va transformer le gaz carbonique en solide, ce qui nous permet donc de le piéger et ensuite de sceller l'ampoule pour pouvoir l'envoyer à la mesure. Une fois que l'échantillon est piégé à l'intérieur de cette ampoule, il est envoyé dans un autre laboratoire pour l'étape finale de la datation. Tout se passe à l'intérieur de cette gigantesque machine qu'on appelle un accélérateur de particules ou spectromètre. Il permet de compter le nombre d'atomes de carbone 14 présents dans un échantillon en détectant des atomes spécifiques grâce à leur masse atomique. C'est avec cette technique alors révolutionnaire que le 13 octobre 1988, après plusieurs mois de travail, le carbone 14 livre enfin son verdict. Certains s'en doutaient bien, mais des millions de fidèles continuaient de le vénérer. Ils vont tomber de haut. Le Saint-Suaire de Turin est un faux. C'est le cardinal archevêque de Turin qui l'a annoncé lui-même après des expertises effectuées dans plusieurs laboratoires. Nel rimettere alla scienza la valutazione di questi risultati, la Chiesa ribadisce il suo rispetto e la sua venerazione per questa veneranda icona di Cristo.
L'annonce des résultats du carbone 14, c'est une véritable bombe. En fait, ceux-là même qui pensaient prouver l'authenticité du linceul, eh bien, ça se retourne contre eux. Et on dit, bah non, regardez, le carbone 14 est formel, tout ça pour ça. Finalement, voilà, le linceul est une énième supercherie, une relique médiévale, sans plus. Quand on a annoncé, c'était un coup de tonnerre terrible. Donc c'est un faux. Voilà, c'est un faux. 1260, 1390, avec un grand point d'exclamation sur le tableau noir. Ils avaient écrit derrière eux les dates de 1260-1390 à la craie sur un tableau noir avec un point d'exclamation. Comme si toute cette histoire n'était qu'une blague. Et ensuite, les gros titres de la presse ont affirmé que le suaire n'était qu'un faux. Des résultats proclamés par des laboratoires scientifiques de renom qui ont employé une technologie ayant prouvé son efficacité et son sérieux et dont les conclusions sont validées par l'Église catholique elle-même. À l'époque, en 1988, sur le papier, le débat semble clos. Pourtant, les défenseurs de l'authenticité du suaire ne vont pas tarder à mener leur contre-attaque. On a cette discordance entre les laboratoires qui ne s'explique pas. D'un côté, nous avons Oxford qui a des résultats très bas, et de l'autre, nous avons Tucson et Zurich qui ont des résultats beaucoup plus élevés. Donc Oxford, c'était dans les années 1260, et puis Zurich, c'est 1340-50. Donc tout cela posait énormément de questions. La possibilité d'une pollution biologique et chimique sur le tissu a également été explorée, notamment en raison de l'histoire du linceul. Prenez l'exemple de l'incendie dévastateur de Chambéry en 1532. Il est tout à fait possible qu'il ait modifié la structure chimique du tissu et que cela ait pu, d'une manière ou d'une autre, avoir un impact sur le résultat de la datation. Au lieu de mettre un terme à toutes les controverses, comme le souhaitait l'Église à l'origine, la datation au carbone 14 va au contraire les multiplier. Il y a des gens qui ont dit que l'échantillon était pris dans un endroit reprisé. C'est énorme. C'est prendre vraiment les gens qui ont fait le prélèvement pour des ignares. On doit faire confiance à un certain nombre de gens qui, par toute leur vie, par toute leur profession, ont montré qu'ils étaient compétents. Et je suis placé pour le savoir parce que c'est moi qui ai conseillé à Luigi Colnella de faire venir un spécialiste de tissus qui s'appelait Gabriel Vial et qui était le directeur du musée des tissus. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire devant des inepties? Parce que souvent, des inepties, on ne peut rien dire. L'annonce de la datation du suaire a fait beaucoup de fracas, il y a eu tout un tas de contestations, et le contexte a été favorable aussi à une forme un peu de radicalisation, on peut le dire, hein, d'un certain discours sur le suaire, plutôt en faveur de l'authenticité. Il fallait répondre à tout prix au carbone 14, dire à tout prix que la syndonologie ne s'était pas trompée, qu'elle avait vu juste, et donc que le carbone 14 devait se tromper. À partir de la fin des années 80, de nombreuses associations vont voir le jour. C'est le cas du CIELT, le Centre international d'études du linceul de Turin, créé en 1989. Leur but est alors on ne peut plus clair, prouver par tous les moyens que le suaire est authentique. Ils ont cherché par tous les moyens à discréditer le résultat de la datation. Par exemple, ils ont mis en avant la théorie du pollen qui avait été soutenue par Max Frey, un criminologue suisse. D'après lui, le suaire contiendrait des traces de pollen provenant de la région de la Terre Sainte et remontant à l'ère du Christ. Avec la publication de ce scientifique, j'ai été voir mes collègues palynologistes français et je leur ai montré. Ils ont fait un bond à l'air et dit mais pas possible, mais il dit presque n'importe quoi, parce qu'il détermine des pollens au niveau de l'espèce. On détermine les pollens au nom du genre. Donc, le genre, il peut y en avoir sur toute la Terre, donc pas spécialement à Jérusalem. La dernière théorie en date, on la doit à une équipe de scientifiques qui travaille pour le CNR, le Conseil national de la recherche de Bari, dans le sud de l'Italie. Montre-moi comment l'échantillon est monté, s'il te plaît. Depuis quelques années, le professeur Descarreaux et son équipe de l'Institut de cristallographie travaillent sur une nouvelle méthode de datation au rayon X qu'on appelle le wax. Une technique encore expérimentale qui consiste à étudier l'épaisseur des fibres à l'échelle microscopique sur un échantillon du suaire récupéré d'un ancien prélèvement.
Le lin est composé de fibres textiles formées par de la cellulose, qui est un polymère, c'est-à-dire une répétition de la même molécule plusieurs fois. Et ce polymère a une longueur qui dépend de l'âge du polymère. Donc il est possible, après avoir calibré les mesures, d'estimer l'âge de ce tissu. Sur ce graphique, des courbes de 5 couleurs différentes symbolisent des échantillons correspondant à plusieurs périodes historiques. Le violet correspond à l'échantillon du suaire de Turin et le vert correspond à un tissu prélevé sur un site archéologique à Masada, en Israël. Il aurait près de 2000 ans. L'échantillon du suaire de Turin possède des hauteurs et des sommets très proches de ceux d'un échantillon prélevé dans la forteresse antique de Masada. Ce qui confirme donc que le suaire de Turin devrait avoir environ 2000 ans. Cette étude très récente a été plébiscitée par un grand nombre de partisans de l'authenticité du suaire et elle a été reprise par la plupart des sites de syndonologie. Le problème, c'est qu'à ce stade, sa validité scientifique n'a pas encore été démontrée. On a d'abord un échantillon, on ne sait pas d'où il vient, il aurait été obtenu par un particulier, on n'en sait rien. Ensuite, on a une étude qui est faite par une équipe dans laquelle il n'y a pas de spécialiste de la datation des objets anciens. Et le dernier point, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que pour discuter la datation du suaire, le plus intéressant, c'est d'inventer une méthode. Alors ça, il faut bien se mettre au clair, c'est totalement absurde. Au contraire, plus l'objet est controversé, plus on a besoin d'une méthode pour laquelle on a du recul et une méthode qui a été appliquée sur plein d'autres objets. Moi, je suis d'accord pour que les gens proposent de nouvelles techniques de datation. Mais il faut d'abord faire des tests et voir si les résultats sont probants. Ensuite, il faut les publier afin que d'autres chercheurs puissent les tester à leur tour pour pouvoir corroborer ces résultats et déterminer si cette technique est réellement efficace pour effectuer des datations. Donc, en résumé, concernant cette nouvelle technique, tant qu'on n'est pas passé par toutes ces étapes au préalable, pour moi, elle n'a aucune validité scientifique. En tout cas, pas pour le moment. Alors le Saint-Suaire est-il vraiment le linceul qui a recouvert le corps de Jésus-Christ après sa mort sur la croix? Ou bien n'est-il qu'une œuvre réalisée au Moyen-Âge? L'Église elle-même a toujours choisi de rester en retrait et d'éviter de trancher sur cette question. Pour le Vatican, peu importe que le suaire soit authentique ou qu'il ne le soit pas, il n'y a pas besoin de preuves matérielles de la résurrection du Christ pour croire. Alors peu importe qu'il soit une relique sacrée ou plus probablement un faux médiéval, il semblerait qu'en définitive, toutes ces controverses n'auront fait qu'alimenter la légende de cet objet singulier qu'on appelle le Saint-Suaire.